des anciens. Bien de choses donc à vous toutes et à vous tous. Nous nous retrouvons pour un début de semaine, lundi donc 7 décembre 2015. Le mois de décembre, dernier virage de l'année 2015 est en train ainsi d'égrener ses jours et nous sommes aujourd'hui le 7. Nous nous retrouvons autour de ce plateau pour encore aborder l'actualité sociopolitique de notre cher pays, le Togo. Au menu de nos échanges ce matin, nous allons faire un tour à la Fédération togolaise de football avec cette décision de la FIFA d'écourter le mandat du comité de normalisation et l'échanger par un nouveau comité pour également normaliser. Le comité a jusqu'au plus tard le 20 février pour faire adopter les tests et organiser un congrès électif à la Fédération togolaise de football. Les analyses donc se poursuivent et la question est de savoir si ce nouveau comité pourra relever le défi, celui d'assainir la maison du football togolais. C'est la grande question. Nous allons l'aborder avec nos invités tout à l'heure et nous posons également la problématique des élections locales et de la décentralisation dans notre cher pays, le Togo. Vous n'êtes sans savoir que suite aux événements de Mango, des doigts accusateurs sont pointés vers les élus locaux ou les nommés locaux, si on peut les appeler ainsi, parce que les élections locales, nous n'en connaissons plus, ça fait plusieurs décennies. Donc, ces nommés locaux qui auraient mal géré ces manifestations et ce projet de réhabilitation de la faune. Alors, nous posons la problématique avec nos invités de savoir si aujourd'hui, cette histoire d'élection locale peut être effective dans notre pays. Donc, la décentralisation peut-elle être effective dans notre pays? Nous savons qu'en 2014, l'année a été particulièrement consacrée à des dialogues, des initiatives pour parvenir à ces réformes, mais aujourd'hui, en 2015, c'est devenu un silence radio, silence cimetière au niveau des états-majors des différents partis politiques. Alors, l'Union européenne a choisi de relancer les débats depuis le 20 novembre dernier. Nous en parlons donc ce matin. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Bien de choses donc à vous qui nous suivez sur la 102.7 FM, Radio KMTB à Lomé, Radio VGK à Palimé, Radio Lumière à Anéro, et puis le www.ebenradio.com, www.togovision.com et www.laverte.org pour les Togolais de la diaspora et du monde entier. Nous sommes également sur la télévision Espoir 47 pour vous qui nous suivez sur vos écrans. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Rapidement, nous vous présentons nos invités. Nous recevons pour vous ce matin le directeur de publication du journal Chronique de la semaine. Voilà, je suis un peu emporté. Il s'appelle Dominique Alizou. Bonjour. Bonjour. Et puis également Bernard Alognon, l'équipe de tous les lundis désormais, ça vous le savez depuis la semaine dernière. Bernard Alognon, bonjour. Oui, bonjour Rodrigue, bonjour aux téléspectateurs également. Voilà, et nous commençons avec Dominique. Quel regard portez-vous finalement sur la Fédération togolaise de football? On a un nouveau comité pour normaliser dans 2 mois. Oui, c'est ce que nous apprenons tous, que la FIFA a décidé, je pense, c'est la FIFA, oui. Il y a eu le gouvernement qui a anticipé. Oui, puisque en fait le comité mis en place était arrivé au terme de son mandat. Il restait encore 1 mois. Bon, oui, puisque jusque-là il n'y a pas de résultat probant. Voilà. Donc je pense que les instances de football ont décidé d'écouter le mandat d'Antoine Folli et puis de relancer un autre comité à qui on a donné l'ordre d'organiser, au moins d'aboutir à l'organisation des élections au plus grand tard le 15 février. Donc, c'est dire qu'aujourd'hui, je pense que ce comité est présidé par l'homme qu'on connaît. Président. Bon, je pense... selon le communiqué de la FIFA, le comité devra choisir son bureau au sein d'une première réunion annoncée pour ce jour, si tout va bien. Oui, je pense que tout le monde s'accorde à dire que c'est l'ancien ministre Bernard Wala qui sera à la tête de ce comité. Il y a 3 ministres là-bas. Ouais, bon, il y a Foulibazi, il y a Horacio Freta. Bon, nous attendons de voir. Ce qui est clair, c'est que il faut véritablement relancer les choses. D'abord, le championnat. Le championnat, c'est vrai que lorsque le comité d'Antoine Folli a été mis en place, il a tenté de lancer le championnat, mais le président du club, qui devrait plutôt s'activer à cet effet, parce que lorsqu'il n'y a pas de championnat, ce n'est pas une bonne chose pour eux et pour leurs joueurs. Mais comme la tête d'Antoine Folli ne les plaisait pas, ils ont tout fait pour tout bloquer et finalement ils ont préféré rester à la maison et tourner en rond
parce qu'on n'en veut pas d'Antoine Folibo, d'accord. Lui, il est parti, le nouveau est venu. Est-ce qu'ils feront la même chose? Heureusement que pour le nouveau comité, il n'y a que, je pense, 3 mois à mettre en application les recommandations ou surtout aboutir à l'élection d'un nouveau bureau. Donc, c'est ce que nous attendons devant. Mais c'est vraiment dommage et triste que le comité d'Antoine Folibo n'a pas pu faire grand-chose. Mais je pense qu'ils ont pu élaborer quand même des tests. Mais ce test n'a même pas pu être adopté. Et je pense que ce comité aura à mettre les bouchées doubles pour véritablement aboutir d'abord adopter ce test et puis rapidement faire les élections et choisir un nouveau président de la fédération. Bon, parce qu'il le faut. Et c'est seulement les jeunes sont là à la maison, ils ne foutent rien et c'est ça même qui a impacté beaucoup de choses, notamment la CAN, je pense que c'était les éliminatoires d'Afrique des Nations, oui, et puis la Coupe du Monde également. Donc tout ça là, ça a joué parce que bon, lorsque les jeunes n'ont pas le football dans les jambes, on les revient un beau matin, bon, entraînez-vous et puis allez jouer. Je pense que le résultat est clair, c'est l'échec total et c'est ce que nous avons vécu. Voilà. Bernard, la Fédération togolaise de football, c'est vrai, Dominique l'a signifié tout à l'heure, mais il faut également faire observer que dans ce bureau, il y a au moins 3 personnes qui ont participé à la proposition des tests, dont une partie devrait être adoptée lors de ce congrès qui a connu un échec. Aujourd'hui, la question est de savoir, dans l'esprit du commun des mortels, si avec ces histoires de comité, le football togolais peut renaître. Bien, merci M. Rodrigue-Aego. Je voudrais d'emblée dire quand même qu'on assiste à un rétropédalage en matière de prise de décision, du moins au niveau du gouvernement et au niveau également de la FIFA. Rétropédalage parce que, en fait, c'était dit, ou bien c'est clamé haut fort dans ce pays que le gouvernement ne doit pas s'ingérer dans les affaires du football et autres, mais lorsque la chose ne va pas bien, il se tait. Et à la dernière minute, il sonne la sonnette d'alarme. Il tire la sonnette d'alarme. Vous voyez un peu. Je veux déjà, c'est une recommandation que très tôt, comme ça, le gouvernement fasse tout et tout pour au moins, d'accord, se donner, ou bien s'arroger le droit d'intervenir dans le football pour arrêter les pagailles, plutôt que de les laisser perdurer afin de créer davantage d'ennuis au football pour que du moins on ne soit pas à l'aise dans le pays, parce que on le dit régulièrement, c'est le football qui unit tout le monde. Imaginez le Togo qui gagne un match international, un match d'envergure exponentielle. Je vous assure qu'on ne sait pas qui est du nord, qui est du sud. C'est ensemble qu'on va, qui est opposant, qui est du parti au pouvoir. C'est ensemble on va à la Colombe de la Paix, au Carrefour de Baie, à Décon, pour se réjouir, même à l'aéroport pour les accueillir, pour se réjouir et autres. Alors, j'attire également l'attention de la FIFA par rapport au simple fait que pour apporter une solution à un problème, il faudra quand même qu'il y ait un outil, une base de prise de décision. La base de prise de décision, selon moi, sous-entend d'abord l'enquête préalable qui doit être faite pour situer les responsabilités, diagnostiquer, savoir là où se trouve réellement le problème pour qu'on puisse trouver la solution adéquate au problème. Parce que je ne peux pas comprendre pourquoi il faut régler les problèmes de façon superficielle et qu'à l'intérieur même, il y ait des tensions qui entraînent comment ça s'appelle, un retard assez aigu de notre football togolais. Donc maintenant, revenant à votre question que vous venez de poser, je crois quand même que l'heure est grave. L'heure est grave. Et s'il faut remédier à ce problème, je crois même que ceux-là que la FIFA a encore choisi aujourd'hui là vont avoir toujours et toujours du plomb dans les ailes pour pouvoir évoluer, tout simplement parce que, soit, monsieur, mon confrère Ali, vous venez de le dire, 1 contre 2, 2 contre 1, 1 contre 2, 2 contre 1, c'est le problème qui se pose au niveau de l'adversité, qui se pose là. Il faut tout simplement qu'on balaie entièrement la maison, on retrouve d'autres têtes
pensante et qui puisse relancer les choses afin que vraiment le football puisse renaître dans notre pays. Les championnats, écoutez, soyons quand même sérieux. Il y a des talents dans les quartiers et autres. Pourquoi il faut essayer d'enterrer ces talents-là très, très jeunes, étouffer ces talents-là dans l'œuf? Mais si la FIFA estime qu'on doit ressusciter le football togolais, il va falloir quand même qu'il y ait un ménage profond au niveau de notre fédération ici. Nous ne cesserons de le dire. Nous ne faisons que notre métier, notre travail. S'ils nous écoutent, c'est bien, et ils le pratiquent, c'est bon. Voilà, très bien. Dominique, quand on fait le tour d'horizon, on constate que depuis 2006, ou disons 2005, au lendemain de la victoire des éperviers à Congo-Brazzaville, tous les Togolais ont commencé par avoir une sorte de lueur, soi-disant que le football togolais a finalement décollé. Mais à partir de l'Allemagne, ça a commencé d'abord par l'Égypte à partir de la Coupe d'Afrique des Nations, où une guerre peut-être artificielle a éclaté entre Stephen Keshi à l'époque et Adebayor Cheyi. Après, on a quand même donné raison à Adebayor Cheyi parce que il a évoqué un certain nombre de choses qui plaisaient. Et puis, au fil du temps, on a vu que c'était de permanents coups bas. Vous avez vu comment Roch Nyasimbe a été conduit à la porte de sortie. Il a été remercié en monnaie de singe après avoir qualifié les éperviers pour la CAN et la Coupe du Monde historique. Et après, Tata est venu, vous avez vu comment, quelle porte il a pris. Après, Tata Roch est revenu, vous avez vu comment il a été chassé. Après Roch, vous avez vu Ameyi, il est venu, vous avez vu tout ce que ça aujourd'hui. C'est quoi réellement, selon vous, le problème du football togolais? Hier, nous étions sur les antennes d'une radio sur Taxi FM et nous avons posé un diagnostic sur la base d'une question que l'international camerounais Samuel Eto'o a posée au président de la Fédération ghanéenne de football. Il a décliné un certain nombre de dispositifs qui permettent à l'État de contrôler à tous les niveaux. Et puis, ils ont diagnostiqué même le fait qu'ils atteignent finalement les demi-finales, les finales, mais ils ne remportent plus de coupe. Et ils sont parvenus à constater que les aînés, du moins les anciens qui ont commencé le football, qui ont joué, qui ont remporté des coupes, à l'époque, il n'y avait pas assez d'argent. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'argent. Sauf que l'argent profite aux générations actuelles, mais ces générations antérieures n'en bénéficient pas. L'État ghanéen a décidé de récompenser ces aînés-là. Parce qu'aujourd'hui, on parle de Dr Kaolo, il y a sa famille, on parle sur papier, mais personne ne sait ce que Dr Kaolo, la famille de Dr Kaolo est devenue. Donc aujourd'hui, c'est un nombre de choses qui relancent même les débats, de savoir si aujourd'hui, le football togolais n'a pas un autre problème. Le problème ne se trouve pas ailleurs. Le problème se trouve ailleurs, oui et non. Je pense que vous avez fait un peu, vous avez tracé un peu l'historique, enfin, les débuts des difficultés. Et au niveau des joueurs, je pense qu'il n'y a pas trop de problèmes. D'ailleurs, le Togo regorge des talents. Et je vous dis que après la Coupe du Monde, avec notre débâcle et tout ce qui s'est passé en Allemagne, normalement, l'équipe type qu'on avait, s'il y avait une stabilité au niveau du bureau de la fédération, je suis sûr que cette équipe-là pouvait faire des émules et nous amener très loin. Mais des problèmes toujours de fédération, telle personne n'aime pas la tête de celui-ci, on n'en voulait pas de Roch est ci, Roch est ça. Après, Roch a été débarqué, Tata est venu, Tata, je pense qu'il a eu à peine 2 ans. Est-ce qu'il a même fait 2 ans? Difficilement, il a fait 2 ans. Et on a également déçu. Et c'est les mêmes acteurs, ce qui est curieux. Et d'abord, au début, c'était Tata et Ameyi contre Roch. Non, à l'époque, on parlait, c'était plutôt le G4. Il y avait Tino Adjete, voilà, il y avait Théodore Amégrapé à son âme, il y avait Assobavi Espoir, et puis il y avait également Winnie Dobaché. Winnie Dobaché. Le G4 de Wengen. Et de là, on a débarqué Roch Balakie Nyasimbe, puis Tata est venu, et les mêmes qui ont soutenu Tata retroussent leurs manches pour boxer. C'est un ménagement. Tata. Et finalement, Tata, et avec maintenant Ameyi, vous savez, à l'époque, Ameyi et Roch étaient toujours de très bons amis. Oui. Mais curieusement, c'est ce même Ameyi, avec ceux qui ont porté Roch, qui celui qui contre lui pour le chercher, et Tata vient. Tata vient, c'est la catastrophe. Toujours la même situation. Comme je l'avais dit tantôt, toujours 2 contre 1, et c'est toujours les mêmes individus. Maintenant, que faire? C'est eux qui ont des clubs.
Faut-il pas décrire les chasser de leur club? Ce n'est pas évident, puisque les clubs, c'est une gestion privée. Oui, une délégation de pouvoir également. Oui, il n'y a que l'État qui leur apporte des aides pour tenir le coup. Mais la réalité est que les clubs sont privés. Maintenant, pour ces élections dont le nouveau comité aura organisé, on verra encore la même chose. Aujourd'hui, on ne les sent pas. Mais ils ont toujours leur main noire derrière des candidats. Vous allez voir Tata, il a ses sympathisants. Vous allez voir Ami, lui aussi, il a son club. Vous allez voir Rock, lui aussi, depuis, on ne le voit pas, mais lui aussi, il se fait entendre. Je vous dis que si vous apprenez certaines informations, c'est vraiment ahurissant. Ou parce qu'on ne veut pas que tel réussisse. Alors on est prêt à aller voir les sorciers, les marabouts, pour venir jeter des choses sur le stade pour que le Togo perde. Voilà. Juste parce qu'on ne veut pas que celui qui est à la tête de la fédération puisse tirer les dividendes d'une quelconque victoire. Alors comment on peut imaginer? On met où le peuple? On met où la population? On met où le peuple qui veut savourer la victoire de ses joueurs, qui veut une fois être uni autour de ces joueurs? On s'en fout. On préfère, parce qu'on ne veut pas la tête de telle personne, aller voir des histoires occultes pour faire ci, pour faire ça. Mais vraiment, c'est ahurissant. Mais jusque-là, bon, il y a aussi le problème réel que la FIFA dit le gouvernement n'a pas le droit de mettre sa bouche dans les affaires de la fédération. Or, la FIFA oublie que c'est ce gouvernement justement qui débourse les moyens lorsque l'équipe nationale veut aller jouer. Ce n'est pas la FIFA qui envoie de l'argent. Normalement, il devait y avoir un équilibre. Il y a aussi l'argent de la FIFA qui vient tout le temps. Je suis d'accord que la FIFA également envoie de l'argent. Le projet Goal, il y a beaucoup de choses. Il y a le projet permanent PAF qui vient régulièrement. Il y a l'argent qui vient. Justement, c'est à cause de cet argent-là que les gens sont prêts à se boxer sans merci, sans ménagement. À cause de cet argent, vraiment. Et la FIFA, elle peine toujours à faire les comptes, à demander des comptes, parce que les gens ont raconté qu'il a englouti des millions, des centaines de millions que la FIFA a envoyé, qui lui a demandé des comptes. Il est là, on dit à Antoine Fofili aussi qu'elle maîtrisait un peu les arcanes de la FIFA. Il est arrivé, rapide aussi, il s'en est bien servi. Bon, il s'en va. Il faut préciser que c'est lui qui patronne le cabinet KPMG. KPMG, justement, qui gère parfois et c'est lui-même qui dépense également. C'est lui-même qui dépense. Donc c'est fantastique. Je ne sais pas si même l'élection du prochain nouveau bureau peut sortir le Togo définitivement de cette crise, ou c'est encore créer une autre crise. Parce que nous allons... le comble, c'est que les talents, vous prenez par exemple l'équipe qui a mené le Togo, je pense en Afrique du Sud, non, pour la CAN, où on est allé en quart de finale pour la première fois. Mais c'est une équipe formidable. Mais on revient, et puis demain c'est problème. Après, les caprices parfois des joueurs. Et finalement, cette équipe-là commence par vieillir. Les acteurs vieillissent aujourd'hui. Et Adeba Emmanuel ne représente que l'homme de lui-même. J'ai appris qu'il attend toujours la décision du pasteur avant de s'engager, de son pasteur avant de s'engager dans X ou Y. Donc, on se demande si vraiment tout se passe bien dans sa tête. Bon, maintenant, les autres ont pris de l'âge. Et maintenant, il y a quand même une pépinière, mais il faut une sérénité. Et s'il y a cette sérénité, je pense que le Togo a encore des joueurs à l'extérieur, des jeunes, qu'on peut faire appel, les mettre en jambes, et puis bon, peut-être que ça peut... Mais la stabilité doit fortement venir du bureau de la fédération. Si le nouveau bureau qui sera élu en février peut être stable, peut recevoir moins de coups, et peut faire l'unanimité. Je doute, parce que depuis 2005 jusqu'à ce jour, il n'y a jamais eu d'unanimité. Il n'y a jamais eu. Toujours 2 contre 1. Mais si ce nouveau bureau peut conduire les choses pour que la situation puisse s'apaiser, pour que les joueurs puissent retrouver la sérénité, je suis sûr que le Togo peut faire des prouesses. Nous avons des talents. Oui, je voudrais ajouter quelque chose. Relever ce défi. Oui, le Togo pourra relever ce défi. Il y a deux autres éléments. En dehors de la stabilité du bureau qu'évoque mon cher Alizou, je crois quand même que
Et l'autre élément fondamental, c'est que il faut qu'il y ait, d'accord, un planning de travail. Je constate avec regret que dès que notre équipe finit une entrée ou bien une participation à une compétition donnée et autre, on a l'impression qu'ils sont laissés aller. Parti pour la prochaine échéance. Mais depuis bas âge, nos parents nous disent que juste à la fin d'une année scolaire, une nouvelle commence immédiatement. On vous donne les résultats du 3e trimestre, c'est-à-dire que l'année scolaire prochaine commence déjà à partir de là. Si vous échouez, vous savez que pour un bon élève. Alors, maintenant, pour une bonne équipe, je ne crois pas que ça doit changer. On doit recommencer le travail en même temps. Et le fonds pas dont vous faites cas actuellement là doit servir à faire. C'est pour le développement. En organisation des compétitions. Ça se retrouve dans les poches des gens, des dirigeants. Dans les poches des dirigeants. Je suis désolé, je crois quand même que lorsque il n'y a pas une gestion efficiente, une gestion à bon escient de ces fonds et autres là, je reste convaincu que l'équipe là ne va que vieillir, ne va que vieillir et le football togolais va partir comme ça sous le sous-sol. Ça deviendrait seulement peut-être des minerais, si ça peut être exploitable. Je reste avec vous parce que vous venez de pointer du doigt, tout comme Dominique, le côté pécuniaire de la chose, parce que l'argent, est-ce qu'aujourd'hui, on peut avoir un mécanisme pour contrôler cette gestion? Parce que ce soit la FIFA qui l'envoie ou la CAF qui l'envoie, on a bel et bien mis le développement du football togolais. Donc ce n'est pas la propriété de personne. Ou bien est-ce que la Cour des comptes peut fourrer sa gueule dans ses affaires et amener les gens à gérer avec l'orthodoxie ces fonds? Vous savez, la Cour des comptes n'a rien à voir dans ces sous. Pour que ça soit clair pour les uns les autres. Mais c'est un instrument national. C'est un instrument national. Je ne refuse pas. Mais la FIFA envoie les sous. Non, mais si la FIFA, en fait, je ne veux pas dire qu'il doit s'interposer au pouvoir en place en matière de gestion de quelques fonds que ce soit, mais je crois quand même que lorsqu'il y a une équipe qui est en train de gérer les fonds, il doit avoir un mécanisme de contrôle juste à côté en même temps pour voir contre les entrées et les sorties dans le but d'avoir une certaine clairvoyance des choses. Sinon, mais comment comprendre que quelqu'un qui pilote, d'accord, ce département-là soit également l'ordonnateur des dépenses et autres. On ne peut pas être Dieu et Satan à la fois. Soit vous êtes Dieu et on sait que vous êtes Dieu, ou carrément vous êtes Satan, on sait que vous êtes Satan. On ne peut jamais, on ne peut en aucun cas avoir cette double face. Que faire? C'est simple. C'est la FIFA qui doit agir en créant une commission de contrôle, une structure de contrôle par rapport à ce qui se passe dans le pays. Ce n'est pas sorcier, c'est simple. La preuve, en Europe, pourquoi il n'y a pas de ce genre de problème et que c'est chez nous, il y a ce problème-là? Je vous dis que parfois même la FIFA envoie des experts pour venir faire le contrôle, mais le résultat, on ne sait jamais. Parce que la dernière fois, avant que l'AMI soit évincé, on a envoyé une commission Gorvaro. C'est Gorvaro, c'est lui qui a présidé. Voilà. Donc ils sont venus, ils ont fait le point de la situation, ils ont vu qu'il y a un véritable trou, un gros trou, mais rien n'a été dit, rien n'a été fait. C'est qu'on a fait doucement pour pousser AMI à la porte. Mais est-ce que c'est ça la solution? C'est-à-dire que si c'était le cas, moi aussi je vais tout faire pour venir manger suffisamment et puis on me pousse à la porte, il n'y a pas de souci. Je me suis bien servi. Donc, vous garantissez plusieurs années de oui, donc je pense que la FIFA doit, d'ailleurs elle-même elle est en difficulté avec tout ce qui se passe au niveau du sommet de cette FIFA, c'est avec des corruptions. La dernière fois on a encore interpellé des gens. Donc c'est dire que la FIFA elle-même n'a pas la sérénité en son sein. Voilà. Mais je pense que, comme il y a des réformes en cours, je pense que le nouveau bureau qui sera mis en place doit ouvrir les yeux sur les fonds qu'ils envoient dans les pays en voie de développement pour dire développement. Normalement, par exemple, si vous prenez le projet GOL, le projet GOL, ce n'était pas au départ, ce n'était pas envoyer de l'argent liquide. Par exemple, lorsque Roch était président de la fédération, je pense l'une des réalisations du siège, par exemple. Dans le projet GOL, par exemple, tout le temps, ils devaient envoyer de l'argent, ils devaient envoyer des sous pour organiser
la recherche des jeunes talents à l'intérieur du football à la base. Mais entre-temps, ces sous ont été envoyés, mais ces sous n'ont pas été utilisés pour ça, et pour aller faire ce travail-là. Mais donc, il y a eu beaucoup de non-dits, beaucoup de situations, mais que personne ne semble offusqué, parce que j'ai l'impression que on a essayé de pousser l'autre à la porte, et puis tout le monde se tait, et puis la vie continue. Et on attend de voir si on peut mettre encore en place un nouveau bureau. Si ce bureau aussi n'a pas vraiment de l'amour pour le football, enfin pour la jeunesse, le nouveau président aussi va s'organiser pour engloutir ce qu'il peut. Et le temps pour qu'on puisse le mettre à la porte, c'est dommage. Mais bon, on le dit, la crise n'est pas trop particulière au Togo. Je pense qu'au niveau du Cameroun aussi, il y a le même problème. Au niveau du Bénin également, il y a eu... Mais je pense que ces derniers temps, Bénin, ça s'est stabilisé. Je pense que là, c'est la FIFA qui doit revoir sa manière de... Parce qu'elle n'est pas sur le terrain. C'est le gouvernement qui gère ces hommes-là. Mais si elle doit dire toujours que le gouvernement ne doit pas mettre sa bouche dedans, parce que si le gouvernement décide à un certain moment de nommer ou de démettre un bureau, la FIFA va prendre des sanctions. Ah oui, on ne va plus, c'est fini. Donc, tu vois, le gouvernement a une petite marge de manœuvre. Que faire dans cette histoire? Ça arrange maintenant ceux qui n'ont pas vraiment l'amour pour la chose, qui veulent profiter des moyens mis à disposition, et que au finish, ça ne développe pas, ça ne contribue pas au développement du football dans notre pays. En tout cas, c'est Monsieur Rodrigue, 2 secondes pour dire quand même que Monsieur Alizou venait de relater un fait qui est très important. La FIFA envoie des commissionnaires pour venir contrôler un certain nombre de choses. Je crois quand même que là, il faut préciser que c'est souvent le médecin après la mort. Nous sommes d'accord. Donc, si c'est clair, si clair que c'est médecin après la mort que la FIFA fait, ou bien a l'habitude de faire, on doit forcément changer de méthode. Ça voudra dire que dès que l'argent arrive, il doit avoir des commissions, un commissionnaire plutôt, j'allais dire, qui doit contrôler les sorties et les entrées de ces Tout à l'heure, on a parlé de KPMG, c'est un cabinet qui contrôle les sous de la FIFA. Vous comprenez? Lorsque on a constaté qu'il y a eu des trous au niveau de la gestion de Gabriel Ameyi, donc on a mis en place ce KPMG-là, géré par Antoine Fouli, pour vérifier les fonds, et à l'époque, il était conseiller de Gabriel Ameyi. Qui est actuellement aujourd'hui par quelle activité il devient lui-même président du comité, il est ordonnateur. Et c'est lui également qui... Donc, vous comprenez que c'est assez... Je crois quand même que quand on veut parler de la bonne gouvernance, il faut quand même qu'il y ait une indépendance des institutions dans le pays. Que ça soit au niveau au niveau micro ou bien macro, etc. Il doit avoir l'indépendance. Donc, lorsque vous prenez par exemple Monsieur Antoine Fouli, une fois à la tête du comité de normalisation, il doit normalement démissionner là-bas de l'autre côté. Donc il a essayé de mettre du flou dans ses activités. Parce qu'il n'y a personne. Normalement, quand on arrête les gens à Zurich et autres, là, on doit lancer un mandat d'arrêt international ici pour dire pour démontrer qu'il n'y a pas d'indépendance, d'accord, au niveau des institutions. Il y a eu cumul de fonctions au point que non, ça ne doit plus continuer comme ça. Il va falloir quand même arrêter l'hémorragie. On attend de voir avec les réformes que la FIFA a adoptées récemment au cours de son congrès, de son assemblée générale extraordinaire. On va voir si le bureau qui sera élu en février au niveau de la FIFA pourra changer les donnes. Nous revenons dans notre pays, le Togo, pour poser la problématique des élections locales et donc de la décentralisation. Laissons savoir qu'à Mango, comme je l'ai dit dans l'introduction, les événements ont poussé les gens à adresser les doigts accusateurs vers les nommés locaux, donc le préfet, les présidents de délégation spéciale, le maire, tout et tout. C'est vrai, dans la foulée, le gouvernement a pris des dispositions pour changer le préfet, pour démettre le maire, également peut-être dans les prochains jours les autres présidents de délégation spéciale. Alors aujourd'hui, Dominique, nous parlons problématique des élections locales et de décentralisation. Vous pensez effectivement que le fait qu'il n'y a pas ces élections-là empiète sur le processus de développement amorcé par le Togo? Non, évidemment, parce que les élections locales permettent
aux collectivités, à la population elle-même à la base, de participer à la gestion de leur localité. Je pense que c'est fondamental pour le développement d'un pays. Et je pense que depuis le Togo a cessé d'être dans cette logique. C'est vrai qu'on a nommé les présidents de délégation, mais ces présidents de délégation aussi, comme ils sont nommés, ils ne sont pas élus par leur population, bon, donc parfois ils font ce qui leur passe par la tête, puisqu'ils se disent qu'ils n'ont de compte à rendre que à celui qui les a nommés. Donc, du coup, ils empiètent ou ils s'en foutent pas mal de leur population. Ils sont au-dessus. Ils ne regardent pas, ils n'ont pas un esprit regardant sur la gestion, comment ils gèrent leur collectivité. Et je pense aussi qu'au niveau des partenaires, il y a beaucoup de partenaires qui veulent aider le Togo, surtout à aider l'Union européenne, aider les communes et autres là. Mais comme il n'y a pas une élection locale, je pense que tous ces partenaires hésitent ou bien rechignent. Bon, ils sont alors que si ce n'est pas fait, ils ne sont pas prêts. Donc, je pense que... Mais là où je suis un peu déçu, c'est la récupération des événements Mango à l'organisation des élections locales. Parce que c'est pas parce que le président de la délégation a commis des gaffes, alors on dit, bon, s'il y avait eu élection, s'il avait été élu, c'est vrai. S'il avait été élu, il peut se dire que mais j'ai des comptes à rendre. Mais si lui-même est même élu, il est de mauvaise foi, mais il peut aussi créer la même situation. Et sauf qu'il sait pertinemment où il saura que à la prochaine échéance, il ne sera pas élu. Ça c'est clair, là je suis d'accord. Donc c'est dire quand même que les événements de Mango n'ont rien à voir avec moi personnellement, parce que ce qui s'est passé à Mango, et le projet des aires protégées concerne 3 préfectures. Akiran, Loti et puis Tone. Bon, comment se fait-il que dans les 2 préfectures, il n'y a pas de souci et que c'est à Mango qui a problème? Ça veut dire qu'il y a quelque chose de particulier à Mango. Il y a sûrement des mains noires qui ont essayé de faire croire que c'est un mauvais projet, si vous acceptez, on vous avait malmené, alors qu'ils savent pertinemment que ce n'est pas la même approche. Ce n'est pas la même approche. Ici, on a essayé d'impliquer, d'amener la population. Ils ont discuté, on a mis en place un comité pour, qui travaille sur le dossier dans les 3 localités pour essayer d'amener les populations à adhérer ou à participer à ce projet-là, pour que ce projet-là aboutisse, pour que cela ne soit pas comme dans un passé récent où les populations plutôt étaient martyrisées. La faune ne devait pas être un problème à la population, mais devait contribuer au développement de la localité. Et bon, là, du coup, tout le monde est là. Ça n'a pas manqué de sensibilisation. Je vous dis qu'il y a un travail de fond qui a été fait. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps, à la dernière minute là-bas? Ça a capoté, puisque ailleurs, dans l'Aquéran, il y a un comité qui travaille. À Danton également, même chose. Dans l'Oti, même chose. Mais qu'est-ce qui, à un certain moment, s'est passé pour que cela dégénère? Et surtout, le comble, c'est que la dernière fois, vous avez dit la dernière fois que peut-être qu'on aurait refusé de donner à manger à certaines personnes. C'est aussi vrai parce que selon certaines informations, c'est une affaire de gros sous que le Fonds mondial et certains partenaires ont investi. Et donc, ce comité en question, BRIM, qui est de l'UFC, n'est pas du tout d'accord que son collègue ou son ami de l'UFC, André Johnson, qui gère le dossier. Le comble, c'est que, bon, depuis qu'il est sorti du gouvernement, selon certaines informations, il n'est pas du tout d'accord. 5 ans de mangement, si je peux le dire ainsi, je pense qu'il n'est pas rassasié et il trouve que lui, en tant qu'un élu, c'est lui qui devait être reconduit et non André Johnson qui n'a pas été à l'élection. Donc, il y a cette guerre. Et d'ailleurs, c'est pourquoi ces sorties ont été du côté du peuple. Ces sorties ont laissé croire qu'il en est pour quelque chose. Puisque lorsqu'il dit que la population de Mango ne veut pas de la faune, mais venant d'un élu, c'est un élu. Mais c'est grave. Il est le représentant du peuple. Et il parle. C'est grave parce qu'il est un intellectuel. Il sait que la faune bien organisée n'est pas une malédiction pour une population, mais plutôt apportera le bonheur, apportera le développement. Et bon, ils ont fait croire que la forêt c'est seulement Mango. Ils font croire même que c'est seulement Mango que ce projet est concerné, alors que non.
il y a la Kéra, il y a Ton également, où il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, il y a une faune qui est là, et à Kara, vous parlez de Tchangbade, en Djamde, et en descendant à Sarakawa, il y a une foule qui est là. Oui, mais c'est que l'espace n'est pas aussi suffisant pour contenir certaines espèces. Parce que il faut le dire. C'est d'ailleurs pourquoi là, le projet là emporte ou bien touche 3 préfectures. Et je pense que l'espace est suffisamment grand pour contenir certaines espèces, notamment les éléphants, les lions et autres là. Bon, donc, vous prenez par exemple aujourd'hui certains grands pays, comme je essaie de le dire, le Kenya, l'Afrique du Sud, le Rwanda, mais ils tirent un énorme profit de cette faune, de leur faune. Pourquoi la population de Mango pense qu'elle ne peut pas tirer également un profit de leur faune et que des gens peuvent leur dire que non, la faune c'est une mauvaise chose, oui, on vous avait malmené, on vous avait martyrisé. Oui, c'est un passé, mais nous ne sommes pas dans le même contexte. Et on leur a expliqué. Et il ne fallait pas faire un travail pour réparer les torts causés par ce qui s'est passé. Je vous dis que ce qui s'était passé dans les années 80, ce n'était pas justement seulement Mango. Ça concernait parce que la faune, en fait, la délimitation existait depuis. Donc, toutes les populations riveraines avaient subi les mêmes travers. Donc, aujourd'hui, je pense que l'approche a été qu'il fallait impliquer la population. Et dédommager peut-être ceux qui auront leur champ, qui seront engloutis par cette faune. Donc il y a beaucoup de choses qui est fait. Maintenant, qu'est-ce qui n'a pas marché ou bien qu'est-ce qui a provoqué des troubles à Mango jusqu'à Mordon? C'est la grande question. Je me pose jusqu'au jour d'aujourd'hui. Parce qu'on ne peut pas aboutir à cela pour un projet porteur. Comme moi je trouve que c'est un projet porteur. Lui ne peut aujourd'hui dire que c'est peut-être Brune, d'ailleurs il a changé maintenant, il n'est plus tellement, il ne le dit plus aussi à haute voix, que oui, la population ne veut plus de Mango. J'ai vu sa dernière sortie où il disait, bon, il faut dédommager les victimes et autres là. Oui, pourquoi pas? Ça c'est une sortie sage. Voilà. Mais elle dit que la population ne veut pas. Si demain, lui qui a fait 5 ans au gouvernement, il a pu trésoriser un peu de sous, il construit un hôtel de 20 chambres, ben, il va employer des populations, des jeunes dans sa localité. Donc c'est parce que les touristes viendront, les restaurants seront créés, ça va créer des émules. Hein? Pour qui connaît le Togo, moi généralement, bon, je suis allé jusqu'à Dapon, mais lorsqu'on quitte Kara, on va à Dapon. L'escale de Mango n'est pas vraiment, c'est pas, les gens ne s'arrêtent pas, il n'y a rien. Justement, mais cette faune peut amener à renverser la situation. Et donc je pense qu'ils doivent adhérer, contribuer, mais que la population ne doit pas être lésée dans cette histoire. Et encore une fois, nous nous inclinons devant la mémoire de ceux qui sont tombés. Voilà, parce que vraiment c'est décès qu'on a annoncé hier, que Amnesty International a annoncé bon. hier. Donc nous parlons donc, c'est la problématique des élections locales et donc de la décentralisation. Le 20 novembre dernier, à l'occasion de la 16e session du dialogue politique entre le gouvernement togolais et l'Union européenne, le président de la délégation de l'Union européenne au Togo, Nicolas Berlanga Martinez, a déclaré, je cite, « Nous sommes convaincus que le moment est venu pour relancer les chantiers des réformes politiques et de la décentralisation. » Fin de citation. Au cours du deuxième quinquennat de Force et Swazimna Nyasimbe, président de la République togolaise, des initiatives ont été prises tant du côté du gouvernement que de celui de l'opposition parlementaire pour opérer les réformes. Déception a été de constater que ces chantiers n'ont été que de 20 mots, les uns et les autres se rejetant la responsabilité de l'échec cuisant de ces initiatives. 8 mois après le scrutin présidentiel du 25 avril 2015, l'Union européenne relance ainsi les débats des réformes au moment même où l'on constate avec amertume et désolation le silence coupable des acteurs politiques. Forte raison pour laquelle nous posons cette semaine cette problématique des réformes politiques au Togo et leur indispensabilité dans le processus de développement en cours. Voilà donc ce qui motive ce débat aujourd'hui. La question, Bernard Alognon, est de savoir si vous comprenez ce silence des partis politiques qui se sont agités en 2014, comme quoi les réformes étaient au premier plan de leurs préoccupations. Avant de répondre à votre préoccupation, je crois quand même qu'il fallait que je revienne un tout petit peu en quelques minutes sur ce que venait de dire M. Alizou, en disant que en fait, les populations de Mango, en particulier, mais en général, les Togolais n'ignorent pas les retombées, les bienfaits
moins de ces aires protégées là dans notre pays. Surtout que actuellement il y a le sommet sur le réchauffement climatique et autres là se déroule actuellement à Paris et autres. Autre sujet qui est très important à souligner ici est que on se pose la question de savoir pourquoi est-ce que les populations de Mango refusent à ce qu'on réhabilite ces aires protégées là, surtout à leur niveau. Alors, il a tenté de répondre à la question en posant le problème à la forme d'une manière ou d'une autre, j'allais dire impersonnelle. D'incompréhension. D'incompréhension et à un niveau également donné. De mémoire. Je crois quand même qu'il faut approfondir les choses déjà à partir de là. Et cet approfondissement consisterait à démontrer que depuis que la CBJR a fini ses activités et a rendu son rapport, aucune mise en œuvre n'a été faite jusqu'à présent. Il y a le HCRUM qui est en train de travailler. Et qui est en train de travailler, mais il fallait laisser le HCRUM évoluer correctement. L'une des insuffisances... Vous pensez qu'il y a des pesanteurs sur l'évolution du HCRUM? Non, mais pas des pesanteurs sur l'évolution du HCRUM, mais l'HCRUM a été mise en place tardivement. Parce que lorsque moi, par exemple, je suis au gouvernement et je constate qu'en fait, ce projet, que la foule avait créé des ennuis aux gens à l'époque, et qu'aujourd'hui on veut réhabiliter ça. On est allé sur le terrain, on a essayé de sensibiliser, mais la sensibilisation n'a pas marché et qu'il y a des indices forts qu'à la dernière minute que ça peut capoter. Et autres là, je ne ferai pas l'effort d'imposer ça. Tel qu'on l'aurait compris. Vous pensez que ça a été imposé? Parce que Dominique a parlé quand même de mission de sensibilisation. Moi, j'ai suivi les deux ministres à l'Assemblée nationale quand ils étaient interpellés par les députés à l'Assemblée. Et M. Johnson n'avait pas hésité de présenter des excuses publiques à la nation en matière de la non-écoute, j'allais dire, des populations à fond. Parce qu'ils pensaient, selon les retours, que tout a été accepté par les populations. Vous convenez avec moi qu'il y a eu... Ça veut dire qu'entre-temps, les gens qu'on a envoyés sur le terrain n'ont pas fait leur travail. N'ont pas bien fait leur travail, convenablement. Donc, il y a un véritable problème qui se pose à ce niveau. Et pour le régler, je crois que ce n'est pas au ministère d'agir, mais il fallait envoyer le HCRUM sur le terrain depuis commencer le dédommagement de ces populations-là par rapport aux agressions, aux choses subies à l'époque, avant de revenir maintenant avec le projet pour leur expliquer le bien fondé de la chose, comme quoi ce n'est pas ce qui était arrivé à ces gens-là qui va encore leur arriver maintenant. C'est pour une autre chose, une autre conséquence qui est naturellement positive pour toute la nation de cause. Je crois qu'avec cette démarche-là, c'est bien. Les partis politiques, par rapport aux réformes et autres, leur silence. Je crois quand même que le silence n'y est pas. Même au niveau du gouvernement, au niveau de, de l'Assemblée nationale, au niveau des représentations de chaque parti politique, au niveau de l'Assemblée nationale. C'est les événements de Mango qui ont ressuscité d'autres à réagir, à poser le problème. Avant, c'était silence radio, comme l'a dit mon confrère. On peut, à moins que ce ne soit pas vraiment les mêmes chaînes que nous écoutions, mais le silence n'était pas là. Mais moi, je peux également profiter de cette occasion pour les accuser parce qu'ils ne communiquent pas trop sur la faisabilité de ces réformes-là et autres. Mais ils en parlent. La preuve, la dernière fois, avant même d'inviter les ministres là, de répondre de certains actes au niveau de l'Assemblée et autres, les problèmes de réforme étaient des problèmes qui étaient sur le tapis, sur la table. Mais nous remercions également l'Union européenne qui a vu le bien fondé de ces réformes-là, qui a lu le bien fondé de ces réformes pour le développement local de la localité, afin que vraiment le Togo puisse être lancé sur le chantier de développement à la base, développement véritable à la base. Il est important aujourd'hui que tout le monde, chaque citoyen,
partout, dans quel coin il se trouve au niveau de ce pays-là, puisse s'approprier ce discours-là afin que nous puissions être lancés sur les bases du développement. Voilà, une dernière question, peut-être en quelques secondes. Nicolas Berlanga Martinez qui dit le moment est venu pour relancer les chantiers des réformes politiques et de la décentralisation. Est-ce que c'est peut-être possible? Mais pourquoi pas? Parce que je pense que le ministre Bawara l'avait dit que les élections locales auront lieu. Donc ça veut dire qu'il y a une volonté manifeste du gouvernement également. Ça a toujours été dit, sauf que ça n'a jamais lieu. Bon, peut-être qu'après cette période, n'oubliez pas que 2015 a connu une élection présidentielle. Et maintenant, nous entamons bientôt l'année 2016. Et espérons que les acteurs accordent leur violon pour que cette élection puisse avoir lieu, parce qu'il faut le dire que c'est très très important. Ça permet aux acteurs d'être conscients de la gestion de la chose publique à la base. Parce que si tu es élu et tu sais que tu es redevable à la population qui t'a porté là-bas, je pense que quelque part, tu dois tout faire, tu dois œuvrer pour qu'il y ait un bon résultat et espérer être encore reconduit dans la prochaine élection. Donc je pense que véritablement, moi personnellement, je ne vois pas, le problème ne se pose pas. Et s'agissant des réformes, on a vu dans ce pays qui a bloqué les réformes. On se rappelle qu'on avait lancé le dialogue. Il y a des gens qui se sont rejetés. Il y a l'ANC qui exigeait je pense, qui dit c'était lié à la rétroactivité que, bon, il n'avait aucune force, il n'avait rien. La preuve, on est allé au scrutin sans problème, et que, bon, il leur revient maintenant de revenir les pieds sur terre et comprendre que les réformes, on ne peut jamais faire une réforme et se couper la tête. On fait une réforme et la réforme voit l'avenir. Et la réforme ne peut pas. Nous voulons un mandat immédiat. Ils avaient un slogan là que limitation de mandat avec effet immédiat, justement. Limitation de mandat avec effet immédiat. Malheureusement, il n'y a même pas eu une limitation avant de voir l'effet et voir après l'immédiat. Donc, je pense qu'il revient maintenant aux acteurs de se mettre. De comprendre que en politique il vaut mieux accepter ce qu'on peut, faire des concessions et accepter ce qu'on peut obtenir, et non vouloir c'est-à-dire vouloir prendre le dessus sur l'autre qui est au pouvoir. Je dis non. Et je pense qu'aujourd'hui, et partout d'ailleurs dans le monde où il y a eu des réformes, cette réforme n'a jamais été rétroactive, et la réforme voit toujours l'avenir, et donc il revient à ces acteurs-là de se mettre encore en idée que bon, les réformes c'est une bonne chose, mais les réformes pour que cela prive ceux qui sont les acteurs actuellement au pouvoir, immédiatement, non, je pense que ça ne peut pas marcher. Assez compris. Un dernier mot. Oui, je crois quand même que le chef de l'État, depuis la COP 21 à Paris la dernière fois, a lancé un signal fort en disant que il faut passer aux actes, laisser de côté les discours et autres. En le prenant au mot, je crois quand même quand il va revenir au pays, il n'a qu'à essayer de passer aux actes pour pouvoir régler les véritables problèmes qui se posent dans la nation pour relancer le pays. Je crois quand même qu'à partir de là, on pourra avoir un Togo meilleur dans les jours à venir. S'occuper des affaires de Mango, s'occuper des détenus qui doivent être libérés. Qui doivent être libérés et recommandés par les Nations Unies et les autres institutions qu'elle a ratifié les tests et autres, etc. Vous le connaissez plus que moi. Donc, très bien, voilà. On vous a assez compris. Merci donc, le temps qui nous a imparti est complètement épuisé. Bien de choses, merci pour la fidélité. Surtout, merci à nos invités pour la disponibilité. Nous vous disons tout simplement bonne suite de programmes sur nos antennes et médias partenaires. Au revoir.